Bonjour Emmanuel Laborie, bonjour Corinne. Merci de nous accueillir au l'International Visual Theatre, rue Chaptal à Paris, dont vous êtes la directrice. Cette interview va nous permettre de revenir sur un spectacle que vous avez donné récemment, Dévaste-moi. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est le chant-cygne. Alors, le chant-cygne, c'est un art sourd. C'est tout simplement un chant qui n'est pas vocal, mais qui est en langue des signes. Alors, donc c'est un enchaînement de signes où il faut trouver le rythme, bien sûr qui va suivre la parole, le style du chant. Ça peut être du rock, ça peut être de l'opéra, donc avec des styles bien précis et donc avec des rythmes que l'on doit respecter. Alors quand on chante vocalement, on a toujours le retour son, donc on peut se contrôler et puis voilà, on entend le rythme, les boucles musicales, etc. Donc ça c'est vraiment lié à la chanson. Nous, c'est une transposition. Bien évidemment, nous ne travaillons pas du tout avec le son, mais nous travaillons avec le rythme visuel. Alors, ça peut être la forme des mains, les configurations, c'est-à-dire on va faire des signes qui ont tous la même forme de main et qui vont revenir en boucle, comme une rime. Ça peut être également un enchaînement de signes avec un signe qui est beaucoup plus étiré que les autres, qui lui va donner le rythme et qui va revenir en boucle comme le refrain. Donc ce sont des propositions visuelles, propositions musicales visuelles. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir le chant pour le public. Oui, c'est quelque chose de tout à fait particulier, un art sourd, une réécriture en signes des chansons. Et vous avez vous-même réécrit certaines chansons du récital à la fois français et anglais, comme vous disiez, rock ou pas. Oui, tout à fait. Alors, le travail a été fait avec une équipe, avec Corinne notamment, qui est interprète, qui participait à ce travail, ainsi que Carlos Carreras, qui est interprète également. Ils ont été avec nous jusqu'à la création. Le travail, c'était un travail d'adaptation. Johan Ibert, le metteur en scène, que j'adore, j'adore son style, j'adore son univers, mais le travail autour de la langue des signes et du chant-cygne, il ne la connaît pas du tout. Donc la place des interprètes elle était vraiment très importante pour vraiment créer le lien. Et puis qui nous ont aussi aidé à trouver des équivalences. Il n'est pas question de traduire mot à mot, de toutes les façons, quelles que soient les langues. Quand on passe de l'anglais au français, on ne fait pas du mot à mot. Même en anglais, moi j'ai travaillé des chansons en anglais qui ont été traduites d'abord en français et que nous avons ensuite nous retraduit en langue des signes. On était totalement hors sujet. Mais alors on n'y était plus du tout. Donc en fait l'idéal c'est de travailler en direct à partir du texte original. Moi j'aime le travail de recherche. Nous avons travaillé là avec une personne qui est très très bonne en anglais, qui nous a donné des pistes, et donc vraiment directement à partir du texte écrit en anglais. Donc c'était une adaptation plus juste. Voilà. Donc vous avez évoqué le nom de Johan Ibert, qui est le metteur en scène. Comment l'avez-vous rencontré ? Alors, comme vous le disiez, je suis directrice d'IVT, mais je ne suis pas la seule à la direction. Je suis à la direction avec Jennifer Lesage-David. Nous sommes co-directrices. Donc, dans notre programmation, parce que le cœur de notre lieu, c'est la langue des signes sur scène. Mais nous avons également d'autres formes artistiques qui sont des formes visuelles sans parole. Alors, je suis toujours à l'affût de spectacles, et c'est comme ça que j'ai découvert Johan Ibert. J'ai découvert un de ses spectacles qui s'appelait Kraft, et c'est une marionnette géante, et j'ai été fascinée, j'ai adoré, j'ai voulu l'accueillir ici même à IVT, et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Et puis après, donc nous avons travaillé un prologue pour le petit spectacle qui venait présenter ici, donc on a travaillé sous forme d'impro. Bon, moi je ne jouais pas, c'était un autre comédien, Leven Bescardes. Et à ce moment-là, Johan Ibert m'a dit un jour il faudrait que l'on travaille ensemble. Et après on est passé à la phase concrète, voilà.
Et donc, Joanie Barthes a assuré la mise en scène de Dévaste-moi, mais il y a aussi The Delano Orchestra qui assure la musique et qui est très importante. Ah oui, oui, on ne peut pas parler du spectacle sans parler des Delano Orchestra. Non, 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 sans eux, je ne serais pas là. Alors, vous savez, parfois, on fait des propositions de chant-cygne avec un enregistrement sonore et tout ça. Moi, ça me plaisait pas. Et c'est très bien qu'ils soient là, en chair et en os avec moi. Leur présence physique est très importante. C'est un groupe super, le Delano Orchestra. Ce sont des hommes super, je les adore. Et au début, pour eux, c'était vraiment pas facile, hein, ce travail. Travailler avec moi, d'abord, ils ne connaissaient pas la langue des signes. Donc c'est tout un aspect culturel, linguistique, etc. qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc il a fallu qu'ils travaillent avec le regard, hein, qu'ils travaillent avec moi en tant qu'artiste sourde. Donc il a fallu que l'on trouve des liens entre eux et moi. Et puis vous savez, ils ont leurs habitudes de travail également. Donc là, il a fallu qu'ils changent toutes leurs habitudes pour travailler avec moi. Et en même temps, c'était rudement bien. Parce que ça leur a apporté une nouvelle expérience qu'ils peuvent utiliser après eux-mêmes à titre personnel, hein, pour leur propre cheminement. Moi, le travail que j'ai fait avec le Delano Orchestra m'a apporté énormément de choses que j'utiliserai par la suite dans mon cheminement. C'est une construction permanente et une rencontre humaine forte. Ils sont vraiment super. Alors après, selon les instruments, il y en a qui vont me suivre. Parfois, c'est moi qui vais suivre le musicien. C'est un dialogue, en fait, hein, une relation. Et j'ai demandé aussi au Delano Orchestra d'investir leur corps. Hein, pour, parce que moi, je travaille le chant-cygne, le corps, et je leur ai demandé de le faire. Alors... Oui, oui. Mais ils sont... Alors, puis Joli Môme, quand ils font Joli Môme, j'adore. Ils sont un peu maladroits, mais j'adore. Et ce qui est assez magique pour le spectateur, c'est de vous voir en osmose totale avec la musique. Et pourtant, cette musique, vous ne l'entendez pas. Donc, comment avez-vous travaillé pour être autant en harmonie avec les musiciens? C'est quelque chose que nous, entendant, on a du mal à comprendre et on est extrêmement ébloui par ça. Alors, oui. Comment dire? C'était du travail, bien sûr, bien évidemment. Nous avons travaillé. Il a fallu que l'on fasse connaissance, qu'on comprenne le pourquoi, le comment. Et puis, je parle de Joanie, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il a travaillé avec Yann Rabalan, qui est un chorégraphe. Voilà. Et le travail avec Yann a été sur le mouvement. Sur l'espace, parce que moi je n'ai aucune formation de danseuse du tout. J'aime danser, ce qui est différent, j'adore ça, mais je ne suis absolument pas danseuse, je n'ai aucune formation. Et en tant que chorégraphe, Yann, il m'a apporté des éléments. Il m'a permis d'être beaucoup plus en osmose aussi avec tout le monde. C'était un long travail. Et puis, vous savez, il y a toujours quelque chose de magique qui se passe, une entente. Vraiment, moi, des fois, j'arrive quand je sens quelque chose qui ne va pas, je leur dis, et puis ils me disent non, c'est pas possible, tu es sourde. Donc, des fois, ils se moquaient en me disant, mais t'es pas sourde, c'est pas possible. Et des fois, moi-même, en langue des signes, je peux oublier quelque chose, un signe. Et ils le savent tout de suite. Ils s'en aperçoivent, même s'ils ne connaissent pas bien la langue des signes. Oui, il y a un lien très fort entre eux et moi, et c'est ce que j'aime dans le théâtre. Alors, pardon d'y revenir, mais comment concrètement avez-vous travaillé avec les musiciens pour le rythme, pour l'harmonie, pour que vraiment être calé à la mesure? J'ai demandé une grande écoute, mais une écoute visuelle, pas avec l'oreille. Donc je leur ai demandé de m'écouter visuellement. Par exemple pour le Carmen. Moi, je sais que c'est un moment qui est très important, etc. Et je laisse les musiciens me suivre. C'est moi qui suis en fait la chef d'orchestre pour ce morceau-là. Mais il y a d'autres morceaux, par exemple, Non, tu n'as pas de nom.
Eh bien là, c'est le top, les tops me sont donnés. On commence ensemble et puis dès les refrains, j'ai un mouvement de la part d'un musicien qui me dit que c'est le top pour que je puisse aller sur le refrain. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Il y a une sorte de danse corporelle, notamment avec l'archet du violoncelliste. Et voilà, donc on est vraiment à l'écoute l'un l'autre. Et puis vous savez, c'est la musique intérieure et tout ça. Et je pense que tout le monde, on a ça. On a notre cœur qui bat. Et parfois, il va battre vite, parfois, il va battre plus lentement. Il nous accompagne. On a notre musique intérieure. Enfin, j'essaye de vous donner une théorie, mais il n'y en a pas en vérité. Hein. C'est physique, il faut le vivre. Hein. C'est ça, voilà. Mais c'est vrai que pour le spectateur, c'est magique. C'est magique. Donc pour revenir aussi sur le chorégraphe, Yann Rabalan. Rabalan, merci beaucoup. Est-ce que le travail que vous avez fait avec lui sur le corps, alors que la langue des signes elle-même est corporelle, puisqu'il y a les mains, le visage, le corps, est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou est-ce que ça vous... Voilà. Alors, même peut-être dans votre pratique, je ne sais pas si ça a du coup influencé votre pratique aussi peut-être de la langue des signes, je ne sais pas. Ou pas. Alors comment dire? Par exemple, je pense à la chanson de mon oncle, hein, Malentendance, celle qu'il a écrite pour moi. Il y a une partie chantée, chansignée, donc en langue des signes, et puis ensuite, ça se transforme en une chorégraphie. Donc c'est plutôt du mouvement chorégraphique. Parce que mon oncle ne connaissait pas la langue des signes à ce moment, quand il a écrit ce texte. Moi, j'essaie de lire sur les lèvres, mais bon. Et nous cherchions un peu une autre langue qui nous permettait de pouvoir communiquer. Donc j'ai essayé d'attirer mon oncle dans mon monde, pas en langue des signes, pas du tout, mais j'ai essayé de l'amener à moi, je l'ai essayé de l'emmener dans mon monde, et c'était, comment dirais-je, en fait, c'est une métaphore, hein. C'est très, très symbolique. Et le travail que j'ai fait avec Yann m'a permis de toucher ça. Parce que ça m'a permis de me décoller des mots également, d'être dans un autre esprit. Et voilà, c'est là où Yann m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma recherche. Parce que j'ai fait des propositions, nous avons travaillé des improvisations. Hein. Il ne m'a pas demandé d'imiter ce qu'il faisait, mais il corrigeait. Il m'a demandé, moi, de faire des propositions qu'il a ensuite remodelées un petit peu. Voilà, comme un sculpteur. Mais sculpteur du vivant, quoi. Voilà, c'est ça. Et là où il m'a beaucoup aidé aussi, c'est sur les chansons de Brigitte Fontaine. Alors là, j'avais un problème de mémoire terrible. Tout simplement parce que c'est une succession d'images. Il n'y a pas de logique dans ces textes-là. Il n'y a pas un fil conducteur. Or, dans les autres textes, il y a le premier couplet avec une idée, une image qui est associée, deuxième couplet, autre image, autre idée associée. Donc, pour la mémoire, c'est très bien. Moi, j'ai une très très bonne mémoire. Mais là, sur les textes de Brigitte Fontaine, j'étais perdue parce que c'est une succession de choses, d'éléments. Et je me disais, mais comment je vais faire pour les mémoriser? Et il m'a donné une clé. Et la clé, c'était le mouvement. Donc en fait, j'allais d'un mouvement à un autre. Donc il fallait que je cherche une continuité dans mes mouvements. C'était pas un signe puis un autre signe. Et ça. Non, il fallait un lien. Il n'y a pas de trou entre les signes. Et là, je ne peux que le remercier de m'avoir aidé. Vraiment. Et parce qu'il est chorégraphe, donc il note aussi pour la mémoire visuelle. Et lui, il comprend a très vite compris la langue des signes. Il est incroyable. Donc vous venez d'évoquer justement votre oncle et cette chanson qui est un moment extrêmement émouvant, très poétique, qui fait référence à votre enfance. Et pour ceux qui ont lu votre autobiographie, Le cri de la mouette, vous racontez justement ce moment où, parmi une scène où il n'y a que des entendants, tout d'un coup, un musicien va vous tendre une fleur et puis vous vous mettez à pleurer. Et puis, ces moments aussi où votre oncle va vous demander de mordre
la guitare, enfin le bout de la guitare, et pour vous faire ressentir les choses. Et ça, vous l'expliquez, vous le dites, et c'est un moment très émouvant. Oui, oui. C'est vrai qu'avec Joanie, nous avons discuté. On voulait faire un spectacle avec les codes du concert. Et le code du concert, c'est bien évidemment des chants signes, hein, mais aussi une interaction avec le public. Donc, c'est pas, je joue pas un personnage, je suis moi-même là sur la scène. Et donc, il y avait donc ces différents chants-signes, et je lui ai dit à un moment donné que mon oncle a écrit une chanson pour moi, mais qu'elle n'a jamais été traduite. Et je trouvais que c'était peut-être l'occasion rêvée de le faire. Donc, c'est pour ça que je lui ai proposé le texte de mon oncle. Et c'est la toute première fois que j'en signais vraiment, oui. Comment dire, c'est vrai que là, c'est quelque chose qui est intime. C'est vraiment de ma famille. J'ai plein d'images qui me reviennent en tête à chaque fois avec chaque membre de ma famille. Oui, c'est un moment fort. Et pour revenir sur votre écriture, le cri de la mouette, entre la jeune fille qui a découvert la langue des signes, et puis maintenant la directrice du théâtre International Visual Theatre, enfin la co-directrice, puisque vous disiez que vous étiez la co-directrice, que de chemin parcouru. Et vous diriez, s'il y avait encore des choses à faire, quelles seraient-elles ? Bien, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer travailler autour de la culture de la langue des signes pour qu'elle se répande. Mon rêve, c'est ça, que tout le monde y ait accès. Les entendants y compris, bien sûr. Hein. Très souvent, les gens pensent que c'est pour les sourds. Bien sûr, les sourds, ils en ont besoin. C'est vital pour les sourds. Mais pour les entendants, c'est nécessaire. Je pense que ça apporte autre chose. Ça apporte une autre façon de penser, une autre façon de voir, une autre façon d'utiliser son regard, son corps. Ça apporte une autre dimension, d'autres possibles dans la communication non vocale. Et ça, c'est toujours incroyable pour les entendants. Et je pense que ça peut apporter autre chose, une autre richesse aux entendants. Et voilà, ce dont j'ai envie, c'est que la langue des signes soit bien répandue. Je ne veux plus que ça soit, comment dirais-je, ce que j'espère, c'est qu'on arrête d'avoir ce regard comme si nous étions atteints d'une maladie grave, comme si qu'on arrête de nous enfermer, parce que la France aime enfermer les gens, aime faire des catégories en disant voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Les enfants hyperactifs, alors hop, on va les mettre dans une case, on va leur donner des médicaments pour les calmer. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je pense que justement, s'il y a un enfant qui a énormément d'énergie, il faut lui permettre de l'évacuer aussi. Chacun a sa place dans notre société. Bon, bien sûr, je parle en général, mais c'est vrai que quand on regarde la situation des sourds, hein, devient évident. Et je voudrais qu'on arrête de nous estampiller comme ça. Je voudrais qu'on regarde notre culture. Hein. C'est ça dont il faut profiter. C'est ce que j'espère qu'il se passera plus tard. Vous pensez qu'il y a encore donc un combat à mener ? Parce que dans votre autobiographie, on sent cette volonté de combattre encore pour se mobiliser pour la langue des signes, pour tout ce qui n'est pas ostracisant. Oui. Malheureusement, oui, non, on n'a pas fini. Hein, on n'a pas fini. Et je crois que maintenant, c'est encore presque pire, plus complexe. Oui, parce que c'est quelque chose de très profond. Hein. L'histoire de l'affaire de la différence. Il y a quelque chose là qui, comment dirais-je, à force de vouloir normer, c'est profondément humain. Et ça, il y a des fois, j'en ai un peu assez. Hein. Mais justement, les spectacles que vous faites et le théâtre permet justement de briser ces frontières. C'est un des moyens qui permet de briser ces cases dont vous parliez. C'est une évidence. Oui.
Oui, pour moi, le théâtre, c'est le meilleur moyen. Oui, oui, oui. C'est ce que je trouve d'idéal pour partager et pour abattre les murs qui nous séparent. Voilà, pour la mixité, pour être ensemble, pour le partage de l'émotion, pour d'avoir assisté à une autre proposition. Voilà, moi c'est ça que je veux apporter. Et puis il y en a un retour de la part du public également. Et le théâtre, c'est vrai que c'est formidable pour ça. Écoutez, Emmanuelle Laborie, je vais vous remercier énormément pour nous avoir accueillis ici, nous avoir consacré du temps. Je vais me remercier aussi beaucoup Corinne Gage pour son aide précieuse. Et puis, au plaisir de vous voir jouer encore. Merci. Merci à vous. Merci. Et merci.